Bonjour à tous, bonjour Thomas. Bonjour Céline. Être entrepreneur, c'est avoir la destinée de son entreprise entre ses mains. En effet, sans croissance, l'entreprise n'avance plus, elle régresse même. Or, une entreprise qui stagne finira par mourir. Vous l'aurez compris, la croissance, c'est essentiel. Nous sommes ravis de vous retrouver à nouveau pour ce dernier épisode de ce MOOC où nous aborderons la crise de croissance. En effet, ce terme est souvent utilisé pour désigner une entreprise entrant dans une phase compliquée où son modèle ne lui permet finalement plus de dégager de bénéfices. Elle a très souvent une crise de trésorerie et pour la première fois de son histoire, elle se retrouve en danger. Alors, êtes-vous prêt à apprendre comment éviter ou survivre à une telle crise ? Pour parler de cette crise de croissance, nous allons maintenant accueillir un entrepreneur. Cet entrepreneur, c'est Jean Moreau. Jean, bonjour. Bonjour Thomas. Jean, tu es le fondateur de Phoenix. Vous êtes aujourd'hui 150 pour 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle beaucoup de crise de croissance, mais dans les faits, ça se traduit par quoi ? Alors chez Phoenix, nous, ça s'est traduit par 4 choses. La première, c'est la gouvernance déjà, parce que quand on est en crise de croissance, il faut réorganiser la boîte, réorganiser sa garde rapprochée, ses managers clés, remettre en place des comités de direction, des comités de pilotage, ce qu'on ne fait pas au tout début, quand on est entre 0 et 1, 2, 3, 4, 5 millions. On gère plutôt l'urgence, on gère le day-to-day. Puis quand ça croît, quand ça scale, il faut gérer plutôt l'important que l'urgent. Et donc mettre en place des gens de confiance et à des postes clés, ce qu'on n'a pas le temps de faire au début. Donc ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est évidemment une crise de financement parfois. Donc, parce que financer pas de trésor, pas de cash. Financer la croissance, c'est compliqué, surtout quand on est à mi-chemin entre l'amorçage et le changement d'échelle. Les banques ne suivent pas encore. On a un stade, on est dans ce qu'on appelle la vallée de la mort, où on est à mi-chemin entre les fonds de venture capital, d'amorçage, et les fonds de changement d'échelle. Et les banquiers nous, pendant 2-3 ans, on n'a pas eu accès au financement bancaire. Ils sont arrivés en 4e, 5e année. Quand la boîte est plus crédible, quand le nom est plus connu, quand les signatures clients sont plus solides aussi. Et là, on peut avoir accès à des prêts relais, à des prêts bancaires, à des outils de financement de ce qu'on appelle le BFR, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement, ce qui finance l'activité quotidienne. Donc, gouvernance, financement. Et le troisième sujet, c'est la stratégie, puisque la crise de croissance, c'est aussi faire des choix. Au début, on veut tout faire. On veut être nous, par exemple, chez Phoenix, on s'attaque au gaspillage, donc on voulait faire la thématique du gaspillage dans l'alimentaire, dans le textile, parce qu'il y a beaucoup de gaspillage. Il y a plein de sujets sur lesquels on gaspille. En fait, on passe 2-3 ans à dire ok, non, ça c'est pas nous, ça c'est nos concurrents, ça c'est plus tard, ça c'est pas prioritaire, ça on sait pas faire. Et donc c'est ça, la crise de croissance, c'est aussi des choix, des renoncements. Et c'est pas forcément dans la nature d'un entrepreneur de dire non. Au début, on a envie de tout saisir, toutes les opportunités, y compris à l'étranger. Donc il faut apprendre à dire non et à faire des choix assez radicaux. Et la quatrième chose, c'est évidemment dans tout ce qui est investisseur et gérer le board, le conseil d'administration, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc au fil de l'eau, au début on a des gens qui mettent 300 000, 500 000 euros, puis des gens qui mettent 3-4 millions, puis un jour des gens qui mettent 10 millions, qui n'ont pas les mêmes exigences, qui n'ont pas les mêmes méthodes, qui n'ont pas la même façon d'être intrusif ou pas dans la boîte. Et donc nous on apprend en marchant et on passe des étapes comme ça et des caps comme ça. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on n'est pas prêt à tout ça, on n'a pas appris à faire tout ça. Non. Comment on fait ? Non, c'est pas simple, franchement. D'ailleurs, en général, on dit que, je sais pas si les auditeurs sont familiers avec ça, mais on dit qu'il y a 3 profils d'entrepreneurs. Il y a ce qu'on appelle les starters, donc les gens qui font plutôt de l'amorçage, qui ont plein d'idées, qui lancent des trucs, qui amorcent la pompe. Ensuite, il y a des builders, des gens qui vont construire autour de cette idée. Et ensuite, il y a des runners, c'est-à-dire des gens qui vont gérer la boîte en rythme de croisière. Et généralement, c'est 3 profils assez différents. Et c'est assez rare qu'un même entrepreneur fasse les 3 phases de start, de build et de run. Et moi, pour être honnête, j'ai préféré les 2 premières. J'ai préféré créer la marque, trouver le modèle économique, convaincre les premiers clients, lancer le service, les premiers recrutements clés, etc. Et c'est vrai que la phase de run, c'est-à-dire la phase qui est juste de la gestion quotidienne, beaucoup de problèmes RH, beaucoup de management, beaucoup de gestion financière, de pilotage, de suivi d'activité, elle est moins excitante pour l'entrepreneur, mais pour autant elle est hyper cruciale et c'est chouette de la vivre aussi. Je reviens sur la question du risque financier dont tu parlais tout à l'heure. Tu as fait comment ? Tu étais à court de cash, tu es allé en chercher ? Oui, il faut juste anticiper en fait. C'est pas, très souvent, on est grisé par l'activité, on voit que ça décolle, ça fonce et tout, et puis par nature, les entrepreneurs sont moins focus sur les sujets comptables, financiers qui sont un peu rébarbatifs.
Et on manque vraiment de culture cash et de culture gestion dans les entreprises, dans les startups françaises, de mon point de vue. Et par exemple, prendre un poste de DAF ou de directeur financier, c'est quelque chose qu'on a tendance à repousser. Ça coûte cher et on se dit, ok, c'est pas prioritaire, je vais garder la main là-dessus, je vais piloter mes comptes bancaires. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est un vrai métier. Qu'il ne faut pas attendre 4-5 ans pour le faire, il faut brancher un DAF dès la 2e, 3e année parce que c'est salvateur. Et donc nous, comment on a fait? On avait un peu anticipé, on avait des tableaux de suivi, de flux. Et donc on voyait venir un petit pic enfin un petit creux plutôt qu'un pic. Et heureusement pour nous, la boîte n'était pas en danger. C'est juste qu'on avait les poches vides pour réinvestir. Donc on pouvait financer l'activité classique, mais on ne pouvait pas financer de nouveaux projets d'extension. On ne pouvait pas financer d'acquisition, on ne pouvait pas financer de départ à l'étranger. Donc on était un peu bloqué dans l'innovation. Et donc on a relancé un tour de table qu'on a bouclé il y a 6 mois. Il y a quelques mois, ouais. Voilà. 15 millions. Oui, tout à fait, 15 millions pour financer la croissance et l'extension de nos services du B2B, historiquement, au B2C, qui est plus récent chez nous, avec une application mobile. Bon, toi, tu boucles tes tours de table, moi, je boucle les conclusions et les interviews. Merci à toi, Jean Moreau. De rien. Je rappelle le nom de ton entreprise, Phoenix. On te souhaite beaucoup d'avenir et beaucoup d'autres crises de croissance parce qu'on en est sûr, ça va continuer de grandir. Eh bien, c'est ce qu'on nous souhaite, c'est ce qu'on se souhaite à nous aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Vous vous demandez sûrement quelles sont les startups les plus à risque. Tout d'abord, celles qui évoluent dans des domaines où la phase de R&D est très longue, comme dans les biotech par exemple. La question, c'est ce qui menace le développement de ces jeunes entreprises. Tout d'abord, la difficulté d'accéder au financement. L'épuisement des fonds propres, alors même que leur création de valeur est toujours faible. On pense aussi à la problématique de gestion de la trésorerie. Il est toujours difficile pour des startups entre 1, 3, voire 5 ans de gérer la période délicate où elles ne dégagent toujours pas de bénéfices alors qu'elles ont besoin de fonds supplémentaires pour financer leur croissance, dénicher de nouveaux marchés ou encore communiquer. Oui, et la gestion de la dette. Attention aux entreprises qui lèvent des fonds pour éponger leurs pertes car elles n'ont pas encore trouvé de modèle et continuent à s'endetter. L'assemblage durable des talents, des compétences et des intelligences est complexe. Il semblerait qu'il n'ait jamais été aussi difficile de recruter les bonnes personnes au bon moment. Pourtant, certains dirigeants savent entraîner par leur vision, donner du sens à l'engagement et faire grandir leurs collaborateurs. On nous parle souvent de la pénurie de talents. Pourtant, existe-t-elle vraiment? Des difficultés de recrutement persistent pour 45% des chefs d'entreprise. Le ratio exigence vs cas euros proposé par les entreprises est parfois trop élevé et le manque de structuration de la fonction ressources humaines peut se révéler être un véritable handicap. Il existe, par exemple, de vraies pénuries sur le profil de développeurs où de nombreuses personnes ne sont pas assez bien formées alors que la demande est exponentielle. On se demande bien évidemment quelles sont les compétences les plus demandées aujourd'hui sur le marché. En fait, de moins en moins de compétences et de plus en plus de savoir-être sont mises en avant. On pense à la communication, la créativité, l'organisation ou encore l'empathie, mais pas que. La prise d'initiative, la capacité à résoudre des problèmes complexes ou encore à collaborer. Les mauvais recrutements, personne ne peut y échapper. Cela dit, il est possible de les anticiper. Effectivement, certains profils sont rares. N'hésitez pas à faire appel à un cabinet de recrutement. Vous pouvez aussi mettre en place un process de sélection pertinent et efficace avec, pour commencer, une présélection, des entretiens, des tests, mais aussi des cas pratiques. Le but est de fiabiliser les informations récoltées afin d'objectiver son choix, mais aussi de répondre à des critères objectifs. Il est essentiel que le feeling passe. L'état d'esprit du candidat est aussi important que son niveau de compétence. À la question « Va-t-il pouvoir s'adapter à votre philosophie ?» il sera certes impossible de quantifier ce ressenti. Il y a un adage bien connu chez les entrepreneurs. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vous souhaitez que votre nouvelle recrue ait une personnalité et des compétences complémentaires et qu'il puisse se fondre rapidement dans vos équipes. Je vous propose de recevoir maintenant un entrepreneur qui est passé par une phase de croissance, une phase de décroissance, évidemment avec toutes les problématiques que ça pose, y compris les questions RH. Sa petite entreprise a connu la croissance, mais aussi la crise. Nicolas Doucerin, bonjour. Bonjour Thomas. Merci de venir partager votre expérience avec nous. Vous avez fondé Solic, une entreprise, comme je le disais, qui a connu la crise suite à 2008, Lehman Brothers. Lehman Brothers, exactement.
En fait, c'est une entreprise très simple que j'ai créée en 1996. Cette entreprise, elle a généré une croissance à 2 chiffres pendant 10 ans. J'ai recruté mon premier salarié en 1997, puis on est passé à 10, à 20, à 50, à 80. Et en 2007, on était en pleine expansion, on venait de monter notre filiale au Maghreb, on a été également en Suisse, on avait 7 agences en France, et le 15 septembre 2008, faillite de Lehman Brothers, et là tout s'effondre. Et alors là, tout s'effondre, il faut quand même gérer, mais il faut faire des choix. Oui, il faut faire des choix. D'abord, il faut comprendre que c'est arrivé, c'est une crise qui a été très violente, hein, on se l'est prise plein fouet. Elle n'avait pas franchement été anticipée, ni par les économistes, ni par les acteurs politiques, économiques, à part quelques-uns, mais c'était trop peu. Mais il faut savoir qu'entre le 15 septembre et le 15 novembre 2008, mon entreprise, à l'époque, a perdu un peu plus de 55% de son chiffre d'affaires. Et donc effectivement derrière, une fois que vous accusez le coup, il n'y a pas d'autre choix, il faut affronter la crise et il faut la gérer. Et justement, on gère quoi? On choisit quoi? On tranche sur quoi? D'abord, mon entreprise, c'est une entreprise de service, puisque nous étions spécialisés dans les ressources humaines. Nous faisions du conseil en recrutement pour de grands groupes et des filiales de grands groupes. Qui ont été très vite impactés également par la crise. Qui ont été très vite impactés, qui ont gelé immédiatement le recrutement. C'est ce qui nous a valu d'ailleurs la flambée du chômage qui avait progressé d'1 900 000 Françaises et Françaises qui ont été durement impactées par le chômage. Et donc derrière, évidemment, on ne fabrique pas des petits pois, des robots ou des ordinateurs. On est une entreprise de service. Et donc la matière première, la force de mon entreprise de l'époque, c'est l'humain, ce sont mes collaborateurs, et évidemment, c'est quasiment l'une des premières variables d'ajustement. C'est horrible quand on dit ça, mais il n'y avait pas le choix pour donner une chance à l'entreprise de pouvoir s'en sortir et de rebondir. Donc vous perdez 55% du chiffre d'affaires, c'est même aller un peu plus loin, et, oui. vous tranchez aussi sur un certain nombre de collaborateurs dont il faut se séparer. Oui, il y a un moment, on n'a pas le choix, il fallait réduire drastiquement. Quand vous perdez plus de 2 tiers, enfin plus de 50% de votre chiffre d'affaires, évidemment, vous vous retrouvez mécaniquement avec un peu plus de la moitié de vos collaborateurs au chômage. Et donc, vous êtes obligé, en tant que dirigeant, de passer par du chômage partiel, ce que j'ai fait au début pour essayer de préserver un maximum d'emplois, en espérant que la reprise économique arrive suffisamment vite. Mais en fait, j'ai très vite compris, au bout de 6-8 mois, que la crise était beaucoup plus profonde, qu'elle impactait durablement l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle on a dû procéder à plusieurs phases de licenciement, jusqu'à 3 au total, pour réduire les charges fixes de l'entreprise. Vous arrivez en redressement judiciaire. Oui. Et vous êtes une des rares, je ne sais plus, mais c'est infinitésimal le nombre d'entreprises qui arrivent à s'en sortir. C'est moins de 2%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, quand vous mettez en redressement judiciaire votre entreprise, vous allez au tribunal de commerce, il y a moins de 2% des entreprises qui préparent un plan de continuation et dont ce plan est validé par le tribunal. Et ce LIC, en fait, quand le président m'a annoncé qu'il y avait moins de 2%, il voulait mettre en liquidation ce LIC. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire ça. On est une entreprise avec des ressources extraordinaires. J'ai des collaborateurs et des collaboratrices qui sont encore extrêmement mobilisés et on va vous démontrer notre capacité à redresser la situation malgré la crise économique qui a impacté durement l'économie. Vous parlez des collaborateurs, c'est l'humain. Quand on parle de crise de croissance, il y a des problématiques qui se génèrent parce qu'on passe de 10, 20 à 50, 100 collaborateurs. Ça pose des problèmes. Lesquels ? La croissance, c'est essentiellement des problèmes d'intégration, c'est-à-dire que quand vous générez une croissance extrêmement importante, évidemment, vous avez tendance à brûler un peu des étapes. On peut se précipiter dans certains choix en matière de recrutement pour ses propres équipes, dans du matériel, dans des locaux. Vous déménagez, vous prenez des nouveaux locaux, puis vous n'êtes pas depuis 8 mois, 1 an dans les locaux qui sont déjà trop petits, qu'il faut déjà déménager. Et tout ça, mine de rien, c'est de l'apprentissage pour le dirigeant, c'est de l'apprentissage pour les équipes. Et il faut se laisser ce que j'appelle des zones tampons, des zones de réflexion, de pause, d'une part pour vos propres collaborateurs qui ont besoin d'assimiler cette croissance, de la comprendre et surtout aux chefs d'entreprise de donner du sens à chacune des actions. Si vous brûlez trop rapidement les étapes, c'est un peu comme un château de cartes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des pans qui finissent par s'effondrer et derrière, vous le payez parce que vous avez des départs précipités, vous êtes obligé de vous séparer de collaborateurs parce que vous avez fait des mauvais choix, vous n'avez pas les bons locaux et tout ça après, au lieu de générer de la croissance, ça génère de la décroissance, ça génère des changements de culture qui sont parfois un peu trop violents et donc, par définition, ça perturbe,
le développement de l'entreprise en tant que telle. Donc ça, c'est des problématiques qu'on peut rencontrer en phase de croissance. Et dans la crise, j'imagine que côté humain, il y a à la fois des déceptions comme des révélations. Oui, c'est comme toujours. Que ce soit les crises que l'on peut vivre sur le plan personnel, d'un point de vue affectif par exemple, ou le monde de l'entreprise, c'est pareil. Quand l'entreprise va, tous les collaborateurs sont globalement motivés, impliqués et vivent l'entreprise. Lorsque l'entreprise commence à rencontrer de sérieuses difficultés, c'est là où on s'aperçoit de la résilience de chacun, c'est là où on voit la capacité de chaque individu à résister, à se battre, et d'autres au contraire à baisser les bras. C'est là où on voit les vrais comportements, c'est là où on voit les changements d'attitude qu'un collaborateur, d'un collègue à un autre peut avoir. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments parfois difficiles et compliqués. Par exemple, quand j'ai dû lancer mes premières phases de licenciement, et que vous avez un collaborateur avec lequel vous avez travaillé depuis des années, parce qu'il y a des critères de licenciement dans le droit du travail français qui est quand même très lourd, très compliqué, et puis que le collaborateur, mais tu sais Nicolas, sur tel critère, je ne suis pas tout à fait sûr, tu sais que mon autre collègue, il pourrait avoir un peu plus de points, c'est plutôt lui qui doit être impacté par le licenciement que par moi. On rentre dans des considérations qui deviennent extrêmement compliquées, parce que là, c'est l'affect qui peut parfois l'emporter, et quand vous êtes chef d'entreprise, il y a un moment donné, vous êtes obligé de mettre l'affect de côté, de regarder l'intérêt général, parce que votre souci, c'est de permettre au maximum de rebondir, et pour rebondir, il faut que l'entreprise soit à nouveau en situation, d'abord d'enrayer ses pertes, et d'être en capacité de pouvoir regagner de l'argent. C'est la seule condition de survie pour une entreprise. Donc finalement, il n'y a pas que des problèmes avec tous ces critères, ça permet au moins d'avoir des choses très objectives sur lesquelles on peut se reposer en tant que dirigeant. Sauf que ce n'est pas toujours ceux qui tombent dans les critères que vous voulez vous séparer, et donc c'est là où l'équation commence à devenir un peu plus compliquée. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui est en pleine phase de croissance et qui va rencontrer tous les problèmes par lesquels vous êtes passé ? Une entreprise en pleine croissance, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire subir à son entreprise, et donc à ses collaborateurs, qui est la première valeur de toute entreprise, qu'on soit dans l'industrie ou dans le service, préserver et garder des espaces-temps pour permettre de consolider votre croissance. On peut faire des paliers de 2 ans de croissance intense, c'est bien, mais prenez la 3e année, consolidez, stabilisez, assurez-vous d'avoir mis les bons relais au bon poste, au bon endroit, d'adapter, et ensuite reprenez le chemin de la croissance. Je pense que c'est indispensable pour construire un projet qui tienne sur la durée et qui vous évite, quelques années plus tard, de devoir déconstruire ce que vous avez bâti un peu trop rapidement. C'est un peu lorsqu'on construit une maison, une cathédrale, vous voyez de temps en temps des chantiers dans le bâtiment, on construit des immeubles, puis on apprend qu'il y a par exemple des balcons qui s'effondrent. Voilà, c'est peut-être des constructions où on est allé un peu trop rapidement, où on a un peu laissé la qualité de côté, et derrière on en paye les conséquences avec tout ce que ça peut vivre. Une entreprise, c'est exactement pareil. Ça se construit sur la durée et surtout avec ses collaborateurs. Nicolas Doucerin, dans ce MOOC sur la croissance qui est dédié aux entrepreneurs, on ne saurait que dire à la GSC que c'est important de se protéger. Et pour la protection du dirigeant, on vous doit pas mal de choses grâce au bouquin que vous avez sorti. Oui, alors la protection du dirigeant, c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on n'y pense pas forcément. Parce qu'on imagine que tout va bien se passer, parce que sa propre garantie, c'est généralement celle du chef d'entreprise. Sans doute parce que le chef d'entreprise a aussi beaucoup d'ego, il faut se le dire aussi, mais c'est sans doute à la fois une qualité et un défaut, et une qualité quand on a l'esprit entrepreneurial. Maintenant, la protection, elle est quand même importante, parce que malheureusement, le chemin d'une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des hauts, et puis parfois il y a des bas. Et ces bas, il faut pouvoir s'en prémunir. D'abord parce qu'on n'est pas seul impacté. Généralement, il peut y avoir des familles, l'entourage, des enfants. On peut avoir pris des risques aussi sur le plan personnel en achetant un studio, un appartement à un moment donné. Et cette garantie ont un besoin. Alors c'est valable pour l'assurance chômage, puisque c'est vrai que le dirigeant aujourd'hui, il est ce qu'on appelle mandataire social. Il n'a quasiment aucune protection, sauf s'il est amené à s'assurer par lui-même. Et moi, patienter aussi. Patienter aussi, laisser passer un petit peu l'orage. Et puis évidemment, lorsque moi-même j'ai subi cette crise extrêmement importante, on s'est beaucoup battu. Après la sortie du bouquin, ma petite entreprise a connu la crise, pour aller sur les plateaux de télé, pour aller en cabinet ministériel. On a envoyé le bouquin à tous les hommes politiques, pour la campagne, aux grands patrons du CAC 40, pour contribuer, pour que ce bouquin soit une contribution à
conduire le changement. C'est ce qu'on appelle le droit à la deuxième chance, parce que c'est dans l'échec que l'on apprend, c'est dans l'échec que l'on progresse, et l'échec est nécessaire à tout individu sur cette terre. Je le répète assez fréquemment, avant de savoir marcher, on s'est tous cassé la figure. Avant de savoir faire du vélo sans petits trous, eh bien on a commencé avec des petits trous, puis un jour on les a enlevés, puis on est tombé, puis ensuite on a surmonté. Eh bien, chef d'entreprise, c'est exactement ça. Et du coup, c'est, comme je le disais, grâce à vous, en partie évidemment, mais grâce à ce bouquin et à l'effort et l'écho qu'il y a eu derrière, que l'entrepreneur qui se plante n'est plus fiché à la Banque de France. Alors voilà, il n'est plus fiché à la Banque de France. Avant, lorsqu'on se mettait en redressement judiciaire sur l'entreprise, il y a ce qu'on appelle un indicateur dirigeant. Les entreprises sont évaluées, sont cotées à la Banque de France, mais tout dirigeant d'entreprise est également coté. Et en fait, vous ne découvrez votre cotation que le jour où vous rencontrez une difficulté. Et je me souviendrai toujours, le jour où j'ai mis en redressement judiciaire mon entreprise, le lendemain, je dis bien le lendemain, tous les organismes financiers étaient au courant que Nicolas Doucerin était fiché avec le fameux indicateur Banque de France 0,40. Et ça, je l'ai vécu comme une injustice. Je me suis dit, c'est la double peine. Non seulement je traverse des difficultés qui ne sont pas liées à une faute de gestion, c'est pas lié à la fraude, c'est pas lié à une faute de gestion, c'était lié aux conséquences économiques liées à la faillite de Lehman Brothers qui a eu des répercussions. Et quand j'ai eu ce fichage, je l'ai pris comme la double peine. Et j'ai trouvé ça profondément injuste parce que contrairement à ce qu'on disait à l'époque, cet indicateur a eu des conséquences néfastes. Il augmente considérablement les taux d'intérêt lorsque vous avez encore la capacité d'emprunter. Vous vous retrouvez fiché, tous les organismes sont au courant, et quoi qu'on en dise, évidemment, ça vous bloquait toute possibilité, même un paiement en 3 fois sans frais auprès d'une grande chaîne. Donc ça, on s'est battu, on a fait le bouquin, et effectivement, ça a mis du temps, puisque c'est Fleur Pellerin, il faut lui rendre cet hommage, qui après avoir lu l'ouvrage, après avoir consulté d'autres associations également qui se mobilisaient contre cet indicateur. On s'est mobilisé et c'est elle qui est revenue sur cet indicateur 0,40. Et c'est le président Emmanuel Macron, dans le cadre de son programme, qui a lancé ce qu'on appelle le droit à la deuxième chance, qui permet de, voilà, on a un échec, on vous tend la main et on aide tout le monde à rebondir et à repartir du bon pied. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important pour progresser dans la vie. Eh bien nous, Nicolas, on va repartir vers la conclusion de cette interview. Je rappelle que vous êtes maintenant partenaire chez Delville. Un grand merci pour votre témoignage et pour tout ce que vous avez fait. Merci Thomas. Nous allons maintenant disséquer des affirmations souvent trompeuses. Si je vous dis la stratégie, c'est pour les grosses boîtes. C'est faux. Effectivement, c'est faux. Le temps passé sur la réflexion au stade de la création d'entreprise n'est évidemment pas incompatible avec des ajustements progressifs de votre stratégie en fonction des interactions que vous pouvez avoir avec votre marché. On va prendre l'exemple de Criteo. Le business model initial de cette entreprise visait à faire des recommandations personnalisées de sites de commerce en ligne. La croissance laborieuse de ce marché l'a poussé à se tourner vers le ciblage publicitaire, un revirement stratégique qui lui a permis d'atteindre 2,25 milliards d'euros de capitalisation boursière en 2014. Si je vous dis « je n'ai pas le temps de réfléchir à la stratégie, j'ai des affaires bien plus urgentes à traiter ». Contresens. Oui, le long terme et le court terme ne s'opposent pas. Ils s'alimentent l'un l'autre. Il faut mettre en place un processus stratégique continu. On va prendre maintenant l'exemple de Cosmos. Il y a chez cette entreprise 2 revues stratégiques par trimestre, mais finalement la réflexion est quotidienne. C'est la conduite en parallèle du business quotidien et de la réflexion stratégique qui crée les conditions d'une croissance vertueuse. La stratégie, c'est pour les patrons. Mais pas seulement, pas seulement. C'est l'alignement stratégique de toutes les ressources de l'entreprise qui crée la force de la société sur le long terme. Par ailleurs, associer chaque salarié à la réflexion stratégique de l'entreprise est un moteur puissant, car la co-construction entraîne une vraie appropriation de cette stratégie par tous. On peut pour ça s'inspirer de Leroy Merlin, qui a développé tout un travail autour des logiques collaboratives et initié une vraie coopération entre services et un décloisonnement complet en termes hiérarchiques. Si je vous dis pour préparer l'avenir, on verra ça demain. Ça paraît évident, absolument pas. L'avenir se prépare aujourd'hui. Sortez de la pression du quotidien et consacrez-vous à 3 enjeux de long terme d'égale importance. Vous pouvez commencer par préparer l'avenir, définir la stratégie de développement et piloter son exécution tout en organisant la délégation des opérations.
Renforcez le tissu relationnel business et partenarial de l'entreprise. Mettez aussi en place, managez et renforcez la gouvernance de l'entreprise pour pouvoir décider de manière éclairée et vaincre finalement cette trop fameuse solitude du dirigeant. En se réappropriant le temps long, vous créez pour votre entreprise un futur souhaitable et non subi. Vous donnez ainsi du sens au travail de chaque collaborateur. Et vous évitez les réflexes craintifs de repli sur soi. Vous renforcez ainsi la confiance nécessaire à toute croissance. La notion de canevas stratégique est ici fondamentale. Il s'agit de déterminer sur quels critères de valeur l'entreprise sera la meilleure et sur quels critères elle ne se positionnera pas, et ce, de manière volontaire. Je t'ai parlé de Cosmos. Vous, pas encore, c'est certain. En fait, l'entreprise a décliné des demandes portant sur le développement d'interfaces utilisateurs ou même l'analyse des données. Finalement, pour la simple et bonne raison qu'elle ne correspondait pas à ses activités. Cela n'a évidemment pas empêché la société de se développer, bien au contraire. Elle est aujourd'hui reconnue par l'ensemble de ses clients comme l'expert de son marché. Si je te dis qu'il y a tellement d'innovation et de création qu'il est impossible de créer une société sans se retrouver face à 2 ou 3 concurrents qui font la même chose. Plus ou moins, mais en fait non. Quel que soit le domaine d'activité, aussi classique soit-il, il est possible de trouver un positionnement stratégique différent. Boulangerie, centre de fitness, accompagnement de personnes âgées à domicile, service de taxi. L'important est de travailler sur son canevas stratégique en identifiant les critères de valeur sur lesquels on souhaite devenir excellent. Et pour ça, j'ai un super exemple, celui de la société Senior Company, qui accompagne les personnes âgées à domicile. En l'occurrence, ce secteur était déjà extrêmement concurrentiel. Ça n'a pas empêché les fondateurs de déterminer un élément ultra différenciant, celui du lien social. En fait, à partir de ce positionnement, le recrutement, la formation ont été alignés derrière le facteur différenciant. Tout ça a permis de rompre l'isolement des seniors. En fait, Senior Company a maintenant 50 franchises partout en France et a su conquérir le marché avec ce sujet essentiel qu'est le lien social. Si je vous dis « j'ai le meilleur produit du monde, mais je vais y aller petit à petit en commençant au niveau local, puis régional, national, européen et un jour international », en vrai, Céline, tout dépend de l'ambition, tout dépend de votre ambition. Cela dit, c'est relativement faux. Si le positionnement stratégique est suffisamment différencié et que le produit ou service peut s'appliquer au marché mondial, il faut lever l'argent nécessaire pour aller vite. Vous vous demandez comment éviter la crise. En fait, peut-être en naviguant dans le temps. Autorisez-vous le rêve, le futur sans les contraintes d'aujourd'hui. Je vous propose d'imaginer votre entreprise dans 10 ans. Parlez-en au présent, mais du coup en 2029. Répondez à ces questions. Quel chiffre d'affaires réalisez-vous? Que vendez-vous? Qui sont vos clients? Que font vos concurrents? Où votre entreprise est-elle implantée? Demandez-vous aussi quels sont les métiers dans lesquels l'entreprise a su se positionner. Que font concrètement vos collaborateurs et quelle organisation vous avez mis en place? Vous allez ancrer le rêve dans une réalité. Vous êtes maintenant toujours en 2029, mais vous parlez de l'entreprise au temps passé, de ce que vous avez fait cette année, en 2019 et en 2024, pour réaliser ce rêve de 2029. Quelles sont les grandes étapes que vous avez franchies? Quelle était la situation de l'entreprise, chiffre d'affaires, nombre de salariés, son activité? Bref, quelles sont les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé pour atteindre ce rêve? Vous allez devoir construire un plan d'action. Nous sommes maintenant de retour dans le présent, en l'an 2019. À partir des projections que nous venons de réaliser, posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les 5 décisions critiques à prendre aujourd'hui, dès maintenant, soit pour sortir de la crise, soit pour obtenir et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Quelles activités faut-il peut-être arrêter? Quels sont les grands jalons à remplir pour atteindre vos objectifs? Alors maintenant, comment regrouper, prioriser et staffer les chantiers possibles? Vous vous rendrez compte que la projection sur le long terme donne un sentiment d'urgence. L'avenir se prépare aujourd'hui. Cette méthode, réalisée en collectif dans l'entreprise, est un puissant outil pour faire émerger une vision partagée, incarnée par l'équipe, tout en renforçant votre leadership. On s'est tous demandé un jour en tant qu'entrepreneur, si j'échoue, comment rebondir? Bon, certes, mieux vaut anticiper l'échec. Justement, pour ça, la GSC peut être votre allié. L'association GSC est la réponse aux besoins de protection chômage des entrepreneurs imaginés par les syndicats patronaux il y a maintenant 40 ans.
Elle permet aux entrepreneurs de percevoir un revenu en cas de perte de leur emploi. Acceptez l'échec lorsqu'il arrive. Ce qu'on peut vous recommander, c'est de commencer par dresser une liste de vos erreurs. Quel a été le déclencheur de mon échec? Demandez-vous aussi quelles ont été les raisons qui vous ont conduit à faire des erreurs. Étais-je vraiment motivé? Était-ce une erreur de timing, de compréhension du marché? Peut-être simplement que vos objectifs n'étaient pas réalisables. Morale de l'histoire, Céline? L'essentiel reste de bien identifier ses erreurs et d'en tirer les leçons. Un travail sur soi est indispensable pour rebondir, comme cela se pratique aux États-Unis grâce aux techniques éprouvées du fail management. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs façons de rebondir. Vous pouvez commencer par suivre une formation spécialisée pour rebondir, par exemple, dans un autre secteur d'activité. Vous pouvez aussi rechercher un poste comme salarié dans une entreprise. Ce qui va l'intéresser, c'est le profil couteau suisse que vous avez développé. Et puis évidemment, il y a la possibilité d'un nouveau projet entrepreneurial qui sera nourri forcément par votre expérience passée. Vous pensez que les banques ne vous réitéreront pas leur confiance? Eh bien c'est faux, détrompez-vous. Il est désormais possible de souscrire un prêt même après avoir déposé le bilan. Eh bien nous allons justement parler d'échecs mais aussi de rebond avec un expert en la matière. Je vous propose maintenant de découvrir l'aventure de Dimitri Pivot, son histoire à lui et son histoire demain avec vous et avec d'autres. Dimitri Pivot, bonjour. Bonjour Thomas. Dimitri, vous êtes entrepreneur d'abord, puis fondateur de l'association Second Souffle, qui vient en soutien des entrepreneurs qui ont connu des difficultés. J'aimerais qu'on vienne pour les spectateurs sur votre histoire à vous. Vous lancez en 2000 une première entreprise qui va croître très rapidement. Et en 2006, faute de cash, vous êtes obligé de revendre bout par bout l'entreprise et vous décidez de reprendre l'ensemble des dettes à votre charge. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ce qui se passe à ce moment-là, c'est très simple. C'est de dire, d'abord, reprendre les dettes bout par bout. C'est est-ce que je liquide ou est-ce que je reprends les dettes à titre personnel? J'ai fait le choix de les reprendre à titre personnel parce que je voulais respecter tous les partenaires, et quand je parle des partenaires, je parle aussi bien de mes fournisseurs et de mes banquiers. Je voulais les respecter, c'est-à-dire respecter mes engagements. Voilà. Donc j'ai fait le choix de reprendre mes dettes à titre personnel, de clôturer mon entreprise, et alors après commencent les vraies difficultés. Parce que les difficultés derrière, c'est de rebondir. C'est d'accepter cet échec, qui est souvent, pour parler en termes clairs, une belle cartouche. Une belle cartouche parce qu'on a vécu pendant 6 ans avec une entreprise qui s'est bien développée, une somme de réussite, de succès. On n'est pas préparé à l'échec? On n'est pas préparé à l'échec, et j'allais même dire que cette somme de réussite et cette somme de succès fait qu'on est galvanisé au succès et que l'échec, on ne l'attend pas. On ne le voit même pas arriver. Et je prends souvent l'image de la haie, qui est un peu plus haute que les autres, et celle-ci, par contre, vous vous prenez les pieds dedans. Et on fait quoi? Donc il se passe beaucoup de choses dans la tête à ce moment-là. Il se passe beaucoup de choses. Alors, la première des choses, c'est de dire qu'est-ce que j'ai fait comme erreur pour pouvoir me planter. La première des erreurs, c'est quand on est galvanisé par le succès, on n'écoute plus. Ou moins. On a le sentiment que tout est possible, qu'on aura des solutions sur tout. C'est-à-dire qu'on fonce tête baissée. On est un peu, pas le Superman, mais le super entrepreneur, et on y va, on taille sa route. Parce que vous avez gagné un prix créateur d'entreprise à l'époque, certain nombre de succès. Voilà, en 2004, j'avais reçu le premier prix de la création d'entreprise, qui était une belle récompense, parce que l'entreprise, ça confirmait que l'entreprise était une belle réussite, un beau succès sur un secteur traditionnel, il faut le répéter. Hein. On parle beaucoup des succès dans l'environnement digital. À l'époque, on parlait d'économie numérique, de nouvelle économie. Nous, on était sur le secteur de la menuiserie, le mobilier pour enfants. On avait nos 40 corners. Et en fait, ma vraie difficulté, je ne l'ai pas connue sur mon métier de base, je l'ai connue dans le cadre de mon développement. C'est-à-dire que j'ai voulu passer de corners à la franchise. Et là, quand vous êtes galvanisé par le succès, vous préparez un peu moins vos sujets. Vous montez, comment dirais-je, tout est possible.
Vous partez comme ça, tout est possible. Votre business plan, c'est tout est possible, et de toute façon, comme j'ai eu que des succès, j'aurai forcément des succès après. Et le mieux, vous ne voyez pas arriver. Je reviens à ce qui se passe dans la tête après l'échec, entre guillemets, parce qu'on se remet de ces échecs, mais on se remet en question. Alors, on se remet en question, oui. Alors déjà, il y a une grosse phase de doute qui arrive derrière, c'est de dire pourquoi ça m'arrive. Parce que, comme vous l'avez justement précisé, Thomas, tout à l'heure, on n'est pas du tout préparé à l'échec. En tout cas, moi, je ne voyais pas du tout arriver l'échec. Je voyais arriver que le succès. Et donc, quand l'échec arrive, c'est de dire, mais où est-ce que j'ai déconné? Où est-ce que... Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Où est-ce que j'ai péché, quoi? Et donc, on commence un peu à lister, et c'est pas une image, c'est un vrai fait. J'ai commencé à lister sur une feuille blanche pour comprendre la situation d'échec, ma situation d'échec, par rapport à tous mes succès antérieurs. Et c'est pour ça que je peux aisément faire la liste de Prévert. Manque d'écoute, on taille la route, on est galvanisé au succès, et ça, tout ça, je les ai écrits, etc. Ok, une fois qu'on a écrit ça, on fait quoi? Parce que derrière, on a les dettes à payer. Donc, il y a un moment donné, il faut bien générer du revenu. On se doit d'assurer l'environnement familial, on se doit d'assurer de rebondir, donc de repartir soit sur une activité entrepreneuriale. Encore faut-il avoir et les moyens psychologiques, et les moyens financiers, et l'environnement familial. Ou alors repartir sur une activité salariée. Donc, un tas de questions, un tas de doutes. Voilà. Et quand on est seul, en l'occurrence, me concernant, j'étais accompagné par ma conjointe, c'est plus simple. Mais aujourd'hui, au sein de Second Souffle, avec les 700 entrepreneurs qu'on a accompagnés depuis 2010, bien souvent, c'est la cellule familiale qui explose. Et alors, justement, c'est ce constat que vous avez fait sur vous, vous vous êtes dit à l'époque, je suis forcément pas le seul. D'où la création de Second Souffle. Je crois que vous en avez parlé pendant 2 ans, et puis à un moment, d'ailleurs, c'est votre femme qui vous a dit, bon, c'est bien d'en parler, mais maintenant, il faut y aller. Et donc 700 entrepreneurs accompagnés. Et racontez-nous les grandes typologies de ce qu'ils vivent. Alors, 700 entrepreneurs accompagnés depuis la date de création, donc en 2010 jusqu'à fin 2018. La grande typologie des entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs qui viennent de l'économie essentiellement traditionnelle. Alors, quand je dis traditionnel, je parle du commerce, je parle du tertiaire, je parle très peu du digital. Parce que d'abord, le digital, c'est un métier qui est plutôt aujourd'hui un métier de jeunes entrepreneurs. Nous, les entrepreneurs qu'on accompagne sont les plus de 40, plus de 45. La typologie, c'est des entrepreneurs qui ont souvent racheté des boîtes, assez peu créées, qui étaient plutôt des cadres supérieurs, donc qui avaient, et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec le succès. C'est-à-dire que j'ai un entrepreneur un jour qui m'a dit, je lui dis, quelle est la cause essentielle de ton échec? Il me dit, j'ai commencé avec trop d'argent. J'avais trop d'argent en commençant. J'ai reçu un chèque de mon entreprise et j'ai dépensé l'argent, mais en fait, j'y suis allé parce que je pensais que de toute façon, j'allais évidemment créer. Donc, je n'ai pas affûté mon business plan, voilà. Et j'y suis allé dans un métier de passion et pas dans un métier de raison. Une fois qu'on a dit tout ça, il y a ce qu'on peut faire avant l'échec et il y a ce qu'il faut faire après. On va peut-être commencer par l'avant. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire avant l'échec, et ça, à chaque fois, on le martèle, et on n'arrêtera pas de le marteler parce que c'est une priorité. Il est important de souligner que les entrepreneurs ne cotisent pas à l'assurance chômage. Donc, nous, ce qu'on demande aux entrepreneurs, c'est assurez-vous toujours un plan B. Le plan B, c'est prenez une assurance perte d'activité. Perte d'activité, comme la GSC le propose. Ça vous permettra, à minima, d'avoir un peu de revenus pour vous retourner les premiers mois. Les premiers mois, c'est essentiel pour rebondir. Parce que ce sont les premiers mois où on est en grande phase de doute. Et cependant, il faut bien payer le loyer. Il faut bien remplir le caddie. Donc, il est important... Et c'est précieux ces mois-là pour avoir le temps de se reconstruire aussi. Et c'est mieux avec un matelas de sécurité. S'assurer un matelas de sécurité en prenant une assurance perte d'activité comme la GSC. Donc ça, c'est l'avant. Au-delà de tout ce qu'on peut faire pour éviter l'échec dans sa boîte, mais on n'y est jamais préparé... L'après, c'est la reconstruction.
Alors, l'après, c'est la reconstruction. Donc, de là est né donc Second Souffle. Il est important maintenant que les entrepreneurs connaissent ces associations qui accompagnent les entrepreneurs dans leur rebond. Et encore une fois, nous, quand on fait des salons, comme le salon des entrepreneurs à Paris ou à Lyon, on souligne que, OK, on monte sa boîte parce qu'on est persuadé qu'on va réussir, mais que lorsqu'on a des difficultés, et je ne parle pas de liquidation, je parle bien encore en amont des liquidations, lorsqu'on a des difficultés, il est important d'avoir un réflexe responsable de chef d'entreprise, d'entrepreneur, et de tirer la sonnette d'alarme en allant consulter des associations ou des organisations qui peuvent vous accompagner dans vos difficultés, et évidemment, après la liquidation, dans votre rebond, comme Second Souffle. À un moment donné, on est plus fort ensemble que tout seul. Et puis, on est toujours accompagné par des pairs, donc qui ont vécu un peu ces moments difficiles et qui peuvent vous dire attention, prenez l'autoroute et prenez pas le chemin de traverse, voilà, pour rebondir. Donc finalement, l'échec entrepreneurial, c'est peut-être un peu comme une déception amoureuse. On se dit qu'on ne retrouvera jamais l'amour, mais en fait, on est capable de rebondir. On est toujours capable de rebondir, et ce qui est certain, c'est que l'échec entrepreneurial, quand on est les deux pieds dans le dur, c'est très très compliqué. Quand on en est sorti, c'est une formidable source d'enrichissement personnel et d'enseignement pour être un entrepreneur encore plus fort après qu'avant. Une véritable force. Merci à vous, Dimitri Pivot. Merci. Et quant à nous, on enchaîne tout de suite sur la suite de ce MOOC. Si vous avez échoué, soignez votre pensée concernant votre échec passé. Pas question de vous rabaisser, de vous flageller. Si vous êtes persuadé au fond que vous avez appris et que cette mésaventure vous a rendu plus fort, cela se traduira dans votre discours et votre façon de vous comporter devant des investisseurs potentiels ou recruteurs. En fait, concevez vos difficultés comme des défis et les crises comme des opportunités. Cet épisode se termine et le MOOC touche à sa fin. Nous espérons que ces 5 épisodes vous auront éclairé et guidé dans votre démarche de croissance. À l'association GSC, depuis 40 ans, nous avons appris à vous connaître et nous savons que trop peu d'entre vous connaissent l'existence d'un filet de sécurité en cas de perte d'emploi. Nous avons le devoir de vous alerter sur ce risque. Pour vous, c'est une nécessité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un 3e MOOC sur un autre projet entrepreneurial. À très vite.